Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation de venir présenter notre projet pilote. Moi, je suis Stéphanie Fox. Je suis professeure au département de communication à l'UDM et je suis aussi membre de ComSanté. Donc, on s'est dit que je pourrais présenter ou introduire le projet, mais c'est vraiment un projet d'Isabelle qui est professeure agrégée et non pas associée, comme j'ai mon petit erreur de franglais. Au département de médecine de famille et médecine d'urgence à l'Université de Sherbrooke. Et on a deux autres coéquipiers qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. François Kiokio, qui est professeur à l'école de gestion Telfer à l'Université d'Ottawa, et Brigitte Vachon, qui est professeure à l'école de réadaptation de Montréal, à l'Université de Montréal, pardon. Et notre projet porte sur l'état de la collaboration dans les GMF en Estrie. En fait, Isabelle a été demandée de venir faire une évaluation de la collaboration interprofessionnelle dans ces GMF. Et pour plein de raisons qu'on va expliquer, le projet pilote a été plus exploratoire que évaluatif, je dirais. Et juste pour donner un peu de contexte, l'historique de la collaboration en soins de santé de première ligne a commencé de manière plus officielle avec la création des CLSC en 1972. Ensuite, plusieurs années plus tard, en 2002, on a vu la création des GMF, les groupes de médecine de famille, où le mandat, c'était vraiment, la collaboration était vraiment écrite dans le mandat des GMF, notamment la collaboration entre les médecins et les infirmières. Au fil des années, d'autres professionnels se sont ajoutés dans plusieurs GMF, mais en 2015, on a eu un nouvel cadre de gestion qui était imposé par le ministère de Santé et des Services sociaux, qui avait comme un des objectifs d'incorporer d'autres professionnels dans les équipes, dans le mix de collaboration, notamment les travailleurs sociaux et les pharmaciens. On trouve d'autres professionnels aussi, dépendamment du GMF, mais il faut avoir médecins, infirmières, TS et pharmaciens aujourd'hui dans les GMF. Qu'est-ce que c'est la collaboration interprofessionnelle en soins de première ligne? Il y a plusieurs définitions. La définition sur laquelle nous, on se base, et c'est vraiment, je dirais, l'essence de plusieurs variantes des définitions. On parle de l'interaction continue de deux professionnels ou deux disciplines ou plus, organisés dans un effort commun de solutionner des enjeux de santé avec la participation des patients. Qu'est-ce que ça prend pour avoir une collaboration efficace, une collaboration qui fonctionne bien? Plusieurs études nous disent que ça prend une bonne connaissance des rôles. Si on veut collaborer avec des autres professionnels, il faut vraiment savoir c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur offre de service vis-à-vis des patients et les problématiques que vivent ces patients. Et si la collaboration, on l'a définie comme l'interaction continue entre les professionnels, bon, ça prend bien entendu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités de se communiquer si on va interagir. Et ça prend aussi la formalisation et la présence des champions, les gens qui vont nourrir, qui vont cultiver cette manière de pratiquer ensemble. Et dépendamment du contexte et de la clientèle desservie, on va voir un mix différent des professionnels. Parfois, on verra peut-être plus de nutritionnistes dans une population desservie avec beaucoup de patients diabétiques, ou on pourrait voir peut-être plus de travailleurs sociaux, plus de psychologues, etc. Des limites des études existantes. Collaborer dans une vision globale de la personne est un défi. Ça veut dire qu'il faut sortir de son silo disciplinaire ou professionnel pour travailler avec les autres. Et beaucoup de ces recherches sont plutôt de niveau anecdotique. Et étant donné que les soins de première ligne et le système de soins de santé en général au Québec est en transition en continu, de manière perpétuelle, il semble, beaucoup de cette recherche est un peu datée. Ça ne décrit plus la situation actuelle, même si ça date de 10-15 ans. Et là, on peut parler de le phénomène de la boîte noire
on peut faire les questionnaires, les entretiens, demander les gens leurs attitudes, leurs croyances, leurs perceptions, mais quand il s'agit des pratiques actuelles, et surtout quand il s'agit de la communication, on a plus une tendance dans la littérature à le mettre dans une boîte noire. Et donc, nous, on essaie vraiment d'ouvrir cette boîte noire et de voir qu'est-ce qui se passe actuellement, réellement, sur le terrain. Et finalement, ça rejoint un peu la raison pour laquelle notre étude était plus exploratoire. Les meilleures pratiques pour la collaboration interprofessionnelle dans ce contexte n'existent pas vraiment. Donc, quand Isabelle a reçu la demande de faire une évaluation, bien, elle n'avait pas vraiment une base pour se comparer. Ce n'était pas une évaluation ou une étude où on a évalué. Nous avons adopté comme cadre conceptuel un modèle qui a été monté par une équipe qui est menée par Emmanuel Caro à l'Université de Laval. RCPI, c'est le groupe de recherche. Et le continuum tente à expliquer les différences dans la collaboration interprofessionnelle. Parce que c'est pas vrai que toute situation demande une collaboration profonde et vraiment dialogique entre les professionnels. Donc, on parle de la situation. Si la situation, les besoins du patient, les besoins de la famille ou de la communauté sont plutôt simples ou routinières, on n'a pas besoin de collaborer vraiment profondément. Mais plus la situation devient complexe, plus on a besoin de collaborer. Et on part aussi avec la notion de l'intention. L'intention de informer l'autre, partager ou échanger l'information. Là, si on cherche juste à informer, c'est une communication unidirectionnelle. Mais si on cherche à échanger, là, ça prend plus un dialogue. Peut-être pas très fréquente, mais ça prend quand même un échange. Plus la situation devient complexe, plus on rentre dans une pratique de concertation où on cherche vraiment à avoir l'opinion de l'autre. On cherche peut-être toujours à trouver des objectifs disciplinaires, mais il y a plus d'interaction. Et l'autre côté du continuum, où on pratique, c'est une pratique de soins et de services partagés, on partage la pratique, on partage aussi les décisions et les actions en lien avec un objectif commun, non seulement un objectif disciplinaire. Donc, voici notre cadre conceptuel. Et on a eu deux objectifs. Le premier objectif était de décrire la situation actuelle et les processus perçus par les professionnels dans les GMF de la collaboration interprofessionnelle. Donc, on a fait une enquête et une analyse d'emploi. Ça, c'est deux volets de collecte de données. Ensuite, on cherchait à explorer les pratiques communicationnelles qui caractérisent la pratique de collaboration. Et cela, on l'a fait à partir du shadowing ou de filature et entretien individuel. Et je ne passerai pas trop de temps sur le collecte et le devis parce qu'on pourrait le présenter au fur et à mesure qu'on présente les volets. Donc, on a fait 3 volets de collecte et on va les présenter. Mais avant de présenter les résultats, les méthodes plus en détail, il faut qu'on dise que ce n'était pas une évaluation. On ne cherchait pas à dire « voilà, bonne collaboration » ou « non, 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 c'est une mauvaise collaboration ». C'était vraiment pas ça l'objectif. C'était plutôt d'explorer et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces contextes. Et je passe la parole à Isabelle. Merci. Bien, je reviendrai peut-être sur un aspect que vous avez vu passer ou pas. Donc, l'étude pilote a recruté 4 GMF, entre autres. Puis pourquoi ces GMF-là? C'est que c'était des GMF qui avaient un historique de collaboration interprofessionnelle. Donc, parce que au moment où on a fait la collecte de données, là, on était au jour 0-1 de cette nouvelle transition du nouveau cadre de gestion des GMF. Donc, on faisait affaire avec des GMF qui, eux, avaient déjà... donc, en 2013, il y avait eu un incitatif à la performance qui avait été donné aux GMF qui rencontraient certains indicateurs.
Donc, on leur avait donné, par indicateur rempli, des têtes de professionnels. En fait, une demi-journée d'un professionnel, une journée d'un professionnel. Et certains GMF en Estrie ont été très, très performants et avaient déjà eu la chance de recruter des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des psychologues, des pharmaciens, même ça avait été très, très populaire en Estrie. Alors, ce qui nous donnait un peu une longueur d'avance pour voir ce que le nouveau cadre de gestion allait amener sur le territoire. Là. Ces 4 GMF-là avaient déjà les professionnels que le Québec allait voir, en fait, dans son nouveau cadre de gestion pour les GMF. Donc, rapidement, un topo de nos participants, nos 4 GMF et donc on a regroupé médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux et autres qui est en fait l'ensemble des autres professionnels qui sont en GMF. Pour ce qui est des infirmières, vu le nombre, on a regroupé tous les types d'infirmières. Là. Donc, on a dans cet échantillon des infirmières praticiennes et des infirmières cliniciennes. Et vous voyez que le taux de réponse est vraiment intéressant pour des professionnels de la santé. On se situe parfois, sinon souvent, autour du 20 %. Alors, d'avoir du 80-89 %, c'est assez phénoménal. Donc, on a eu de bons partenaires qui ont travaillé avec nous. Oui. Pas de GMFU, pas de GMFR? 2 GMFU là-dedans. 2 GMF? 2 GMFU. OK. Puis, non, des GMFR, il y a ça que sur l'île ou à peu près. Et là, on est en Estrie. Donc, alors, donc, dans un premier temps, on a fait une enquête, donc un sondage, tout ce qu'il y a de plus commun, où on essayait d'explorer un peu la collaboration à travers des questionnaires. Donc, dans un premier temps, on a exploré la croyance au bénéfice de la collaboration. Donc, c'est un questionnaire qui avait été utilisé, entre autres, par Sicotte et collègues en 2002 pour l'évaluation des CLSC. Et là, vous voyez que, donc, un exemple de question, je crois que la collaboration au sein de mon GMF permet de mieux répondre aux besoins du client ou du patient. Et vous voyez que la croyance, mais comme dans plusieurs questionnaires qui ont utilisé cette échelle-là, vous voyez que la croyance est très forte et qu'il n'y a pas vraiment de variation entre les professionnels. Donc, peu importe à qui on s'adresse, on ne peut pas être contre la vertu. Quand on leur demande, mais en pratique, ça se passe comment? Là, c'est là que, bon, ça se corse dépendamment des échelles. Donc, ici, on les questionnait sur la collaboration et l'interaction interprofessionnelle. Donc, les membres du GMF travaillent ensemble en tant qu'équipe. Là, vous voyez que c'est un peu plus faible. Il n'y a pas vraiment de différence entre les professionnels qui sont montrés ici. Par contre, ça c'est l'ancienne statisticienne en moi qui parle, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'habituellement, dans ce genre de questionnaire-là, on voit que les infirmières ont tendance à être beaucoup plus basses que les autres professionnels et souvent les médecins vont avoir tendance à surévaluer comment la collaboration se passe dans leur milieu. Dans ce cas-ci, c'est pas exactement le scénario qu'on voit, mais par contre, on est avec des petits échantillons, là, particulièrement pour ce qui est de ces 2 groupes-là. Donc, ce serait à voir avec un plus gros échantillon. Ensuite, on leur demandait comment ils évaluaient leur participation aux décisions de la clinique. Donc là, on parle de gouvernance, on parle d'organisation. On ne parle pas de décision clinique, on parle de décision de la clinique. Et là, vous voyez, et c'est peut-être un artefact de l'ancien modèle où est-ce qu'on avait un médecin qui était responsable de la clinique et qui prenait les décisions, mais vous voyez que les médecins sont très, très impliqués et les travailleurs sociaux qui, à l'époque, étaient plus ou moins intégrés dans le modèle, là, se sentent un peu derrière les décisions de la clinique. Ça serait intéressant de voir maintenant avec le nouveau cadre comment ça a pu changer dans les cliniques. Ça s'améliore un petit peu quand on parle de participation aux décisions cliniques. Donc ça, c'est quand on a un cas d'un patient qui vient et on doit faire une rencontre multi, on doit faire un plan de traitement ensemble. Là, on voit que pas mal tout le monde se sent interpellé. Encore une fois, le travailleur social peut-être un peu mis de côté dans ce scénario-ci. L'interdépendance des tâches. Là, on voit que nos pharmaciens, et on va en reparler un peu avec Stéphanie, mais on voit que nos pharmaciens se sentent très, très interdépendants parce que dans le modèle qui avait été adopté, les pharmaciens venaient vraiment en support aux médecins. Alors, c'est peut-être pas surprenant qu'on a ce résultat-là.
et encore une fois, nos travailleurs sociaux un peu en marge, probablement parce que c'est ça, l'intégration des rôles n'avait pas encore été bien complétée. On est toujours en train de se questionner sur le rôle du travailleur social. Je pense que certaines cliniques ont très bien répondu à cette question-là, mais il y en a des cliniques qui travaillent encore assez fort là-dessus. Mais on était probablement en questionnement là, au moment où on a fait la collecte de données. La communication, qui est quelque chose qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vous voyez que c'est surprenamment assez bien et pas tellement de différence entre les professions. Donc, on avait un questionnaire qui parlait beaucoup d'échanges d'informations. Est-ce que les échanges sont pertinents? Est-ce que c'est assez fréquent? Donc, on voit que ça répondait quand même très bien parmi nos participants. Et puis, si on pousse un petit peu plus loin sur la communication, comment ou la fréquence des modalités de communication, et on avait 7 modalités qui leur étaient proposées dans le sondage. Le face-à-face formel, c'est-à-dire les fameuses rencontres multidisciplinaires, les rencontres organisationnelles pour décider de la clinique, versus le face-à-face informel, ça c'est vraiment les discussions de corridor qu'on connaît bien. Téléphone, dossier du patient, au moment où on a fait le questionnaire, il y avait 2 cliniques qui avaient le dossier médical électronique. Les 2 autres étaient en transition, donc étaient encore beaucoup papier ou un peu de DME, mais de façon prédominante, il y avait le dossier papier. Les courriels, les documents écrits, on entend là des formulaires de référence entre les collègues de la clinique, mais donc tout autre document écrit autre que le dossier médical électronique et la bonne pagette. Alors, on voit que pour le face-à-face formel, il y a encore des gens qui se sentent un peu exclus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines cliniques où est-ce que certaines professions n'étaient pas invitées aux rencontres multidisciplinaires. Alors ça peut se refléter ici. Puis je vais faire un petit jeu de diapo, là, mais oups! Donc, vous voyez, face-à-face informel, beaucoup plus de vert. Face-à-face formel, là, on perd du vert. Alors, c'est vraiment la différence ici. On voit qu'on a quand même des gens qui, vous voyez, là, le vert pâle, c'est souvent, puis le jaune, c'est assez souvent. Et vous voyez que quand même, on a une communication qui est quand même assez fréquente là, dans les GMF qui ont été interpellés par le projet. L'utilisation des documents écrits, ça prend un petit peu de recul, donc même qu'on a des jamais et des rarement dans cette modalité de communication-là. Le dossier du patient, encore là, le DME a au moins amélioré quelque chose, c'est que tout le monde peut mettre sa note, tandis que dans certains GMF, on avait un dossier du patient pour le médecin et l'infirmière et un autre dossier patient pour le reste des autres intervenants, ce qui ne favorise pas vraiment la collaboration interprofessionnelle. Au moins avec le DME, on aura réglé ça. L'utilisation du courriel, vous voyez nos champions pharmaciens qui vraiment se démarquent de ce côté-là. Et vous allez voir que nos pharmaciens sont comme dans un livre dans notre étude. Là. Ils appliquent vraiment les principes de la collaboration interprofessionnelle. Le volet analyse d'emploi. Donc ça, c'était un autre volet de l'enquête. Donc c'était sous forme de questionnaire, mais avec une petite particularité. Donc on leur posait 2 questions. Quels sont vos besoins que les autres devraient combler? Donc, et à l'inverse, quelles sont vos contributions qui pourraient profiter aux autres? Et là, c'était toute une gymnastique intellectuelle. Ça prenait au moins une demi-heure avant de se mettre un peu à niveau avec cette façon-là, mais on essayait de faire des appariements. Donc, vous êtes médecin, vous me dites que vous avez besoin de X, Y, Z. Vous êtes infirmière et vous contribuez X, Y, Z pour le médecin. Vous contribuez H, Y et X pour le travailleur social. Et là, on faisait des appariements entre ça. C'est le festival de la recherche, de l'évaluation de données qualitatives. Là. Et là... Oui, non, en fait, c'est par écrit. Mais c'est de faire les appariements parce que c'est pas les gens ne disent pas nécessairement leurs besoins et leurs contributions dans les mêmes mots. Alors là, il faut se dire, ah oui, ça répond à ce besoin-là. Donc, à la fin, on arrive avec une matrice
de besoins orphelins. Alors ça, ce sont des besoins que les gens disent qu'ils ont et qui ne sont pas comblés par aucune personne dans la clinique parce qu'on leur demandait leurs besoins par rapport à tous leurs autres partenaires. Donc, je suis médecin, on me demande mes besoins par rapport à de quoi j'ai besoin de l'infirmière, de quoi j'ai besoin du travailleur social, des travailleurs sociaux, de quoi j'ai besoin du pharmacien. Et à l'inverse, quelles sont mes contributions envers l'infirmière, envers le travailleur social? Et c'est là où on faisait l'appariement. Donc, bon, c'est pas trop difficile de s'imaginer qu'il y a des besoins qui restent orphelins, des besoins qui sont non comblés. Il y a aussi des contributions solitaires, des choses que je fais et à quelles personne s'attend de moi. Donc, ce sont vraiment des choses, des bouteilles à la mer. Et un appariement besoin-contribution. Alors ça, c'est là où on s'entend bien. Et avec ça, on avait surprenamment une très bonne évaluation de la collaboration interprofessionnelle parce qu'on ne reste pas en surface comme avec les questionnaires. On va vraiment gratter là et là on pouvait voir des choses assez intéressantes dans les matrices. Donc je vous donne un exemple pour le médecin. Alors le médecin, sa matrice, ses besoins orphelins, c'est les besoins des médecins qui ne sont pas remplis par les contributions des autres. Et ces contributions solitaires, ça, c'est-à-dire que c'est les contributions des autres qui ne correspondent pas aux besoins du médecin. Et avec les médecins, on a eu une surprise, et puis qui se reflète aussi dans la portion de Stéphanie. Je vous dirais qu'on a eu tellement en anglais on dit des haha moments, là, mais parce qu'on avait chacun notre responsabilité dans l'enquête et chacun on a fait notre analyse de notre côté et on se réunissait de temps à autre pour mettre ça en commun. Et là, c'était vraiment merveilleux de voir la triangulation parce que moi, j'arrivais avec hey, j'ai trouvé ça dans mes données. Et Stéphanie disait non, mais attends, j'ai une citation pour ça, là, c'est vraiment ça qu'on a vu sur le terrain. Alors, nos médecins n'avaient aucun besoin orphelin. Donc, ils sont totalement comblés. Et vous allez voir que dans les autres vignettes aussi, ce qu'on entend, c'est le médecin, il me le dit pas de quoi il a besoin. Donc ça, c'était un match, mais bon, un match qui était peut-être pas intéressant. Lorsqu'ils sont identifiés ou exprimés, on parle, mais on est vraiment en minime, là, comprendre le rôle des autres puis assurer un meilleur fonctionnement dans les processus. Donc, les médecins sont vraiment axés sur le processus. Il y avait une clinique, entre autres, qui était beaucoup là, axée, c'est ça, sur la performance, la productivité et vraiment sur la formalisation des processus. À l'opposé, les contributions, c'est ça. Ce qu'ils voulaient, c'est savoir qu'est-ce que l'autre professionnel peut faire pour m'aider dans mes tâches. Donc, une meilleure compréhension des rôles, une meilleure formalisation des processus également. Du côté des infirmières, les besoins orphelins, on souhaitait plus de relations non hiérarchiques. Il faut dire qu'on a fait quand même pas mal de chemin avec les GMF qu'on a aujourd'hui. Si on recule en 2002 avec l'apparition des GMF, on avait là, des infirmières. En fait, on ne savait pas trop quoi faire avec nos infirmières dans nos GMF il y a une dizaine d'années. Ça, c'est un rôle qui a beaucoup évolué, puis on se rend compte qu'il y a encore de la place pour l'amélioration. Elle voudrait mieux comprendre comment soutenir les médecins. Puis discuter davantage avec les autres professionnels, comment justement on pourrait arriver à une collaboration interprofessionnelle qui est plus efficace. La contribution qui ne répond pas aux besoins des infirmières, donc elle souhaite s'impliquer davantage dans les outils d'aide à la décision, entre autres avec le pharmacien et le travailleur social, puis l'élaboration des plans d'intervention avec les médecins. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle trouve qu'elle pourrait s'impliquer davantage. Du côté des travailleurs sociaux, ce qu'on remarque ici vraiment, c'est un besoin en général, je vous dirais ce qui se dégage, c'est un besoin de s'impliquer, de s'intégrer davantage à la clinique dans les processus de collaboration et c'est ça, d'être plus impliqué dans les discussions, dans les décisions. Et finalement, les pharmaciens, ce que je vous disais tout à l'heure, mes pharmaciens sont comme dans un livre parce que les pharmaciens, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils étaient beaucoup axés sur la standardisation puis la formalisation des processus, qui ça est un avantage de la collaboration et ce qui est très encouragé dans la collaboration interprofessionnelle. Plus on standardise, plus on formalise les choses, moins ça laisse de place pour le conflit,
on a plus de place pour la transparence, pour discuter, pour s'entendre, avoir un même but, une même mission. Donc, les pharmaciens étaient assez forts là-dessus. Et discuter puis traiter plus de cas complexes, en particulier avec l'infirmière, parce que souvent, elles étaient... À cette époque-là, les pharmaciens commençaient à entrer en contact avec les patients, mais étaient encore beaucoup dans du dossier puis dans la gestion de médicaments. Donc, un sommaire des points à développer pour nos professionnels. Ben, pour les médecins, mieux comprendre ou en fait mieux exprimer leurs besoins. On se dit que ça se peut pas qu'ils aient pas des besoins envers les autres professionnels avec qui ils travaillent pour avoir un investissement qui est plus approfondi là, avec les autres par une écoute active. Les infirmières, de bonifier leur capacité à soutenir les médecins par une approche générale, avec une plus grande implication dans les plans d'intervention, dans le développement des outils cliniques, puis en une meilleure compréhension des services du travailleur social. Le travailleur social, à ce moment-là, et on est encore dans ce processus-là de mieux définir leur rôle de concert avec les autres membres, parce que ce sont des nouveaux amis. Là, on ne se cachera pas dans les GMF. Là, le travailleur social, à cette époque-là, était une bébite encore un peu rare. On était habitué de le voir dans le CIS, oui, mais pas au sein du GMF. Et le pharmacien de formaliser davantage des collaborations axées sur les besoins du patient, particulièrement avec le développement d'outils à la prise de décision. Donc, je remets la parole à Stéphanie et je reviendrai pour la conclusion. Alors, moi, j'ai fait le volet filature qualitatif. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas la filature, c'est une méthode ethnographique, donc une méthode vraiment qualitative, où le chercheur suit de près la personne qui l'intéresse pendant leurs activités quotidiennes, tout en suscitant un commentaire en continu. Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? Pourquoi avec cette personne et non pas l'autre? Et donc, c'est un peu une observation et un entretien en même temps. Mais cela nous permet vraiment de voir, d'avoir les données très, très riches et avoir un portrait ou de dresser un portrait très nuancé du contexte. Donc, ça a bonifié le portrait qu'on a eu avec les deux autres volets. Donc, juste comme rappel, l'objectif qu'on a eu pour cette partie-là, c'était d'explorer les pratiques de communication. Donc, si on présume que la collaboration émerge des pratiques de communication, bon, on va les voir à travers la lentille de la communication, cette collaboration. Et on a fait la filature dans 2 de ces 4 cliniques. Et on a suivi des infirmières, les IPS, travailleurs sociaux, gestionnaires. Gestionnaires, on a fait des entretiens, mais on n'a pas suivi le gestionnaire. Des pharmaciens et d'autres professionnels de la santé, sauf les médecins, pour un total de 13 participants qu'on a suivis. Et on a fait, il y a plusieurs manières de faire la filature. On peut juste prendre les notes de terrain, ce qu'on a fait, mais on a aussi enregistré vidéo ou audio selon les préférences des participants. Donc, on a eu les transcriptions de ces observations qu'on pouvait analyser le verbatim. Et les questions qui guidaient la filature et surtout l'analyse, la première question s'inspire de ce qu'on appelle l'approche de l'École de Montréal en communication organisationnelle, où on cherche à faire émerger les préoccupations des gens qui sont en interaction dans leurs interactions. Et la deuxième question, quelles sont les pratiques de collaboration? Est-ce qu'on pourrait dessiner un portrait des pratiques de collaboration les plus fréquentes? Et c'est ça qu'on a fait. Et en fait, on a divisé les pratiques de collaboration dans les pratiques plus formalisées, comme Isabelle disait, dans les processus organisationnels, et les pratiques plus informelles, que je vais présenter par la suite. Et on essaie de faire un arrimage avec notre cadre conceptuel du groupe RCPI pour situer les pratiques sur cette continuum. Et pour les pratiques de collaboration formalisées, on en a 2. Et la pratique qui était de loin, la pratique la plus fréquente, c'était de référer le patient à quelqu'un d'autre. Donc, on est dans la question, décrivez-moi votre collaboration interprofessionnelle. Ah, ben là, on a le fiche de référence, donc on collabore. Et donc, toutes les personnes qu'on a observées réfèrent les patients aux autres membres sans avoir à transiter par le médecin. Mais étant donné que sans avoir à transiter par le médecin, ça veut dire qu'il faut que je demande la permission du médecin.
avant de référer le patient à un autre. Mais étant donné que les médecins sont plus nombreux dans ces cliniques, c'est plus les médecins qui font la plupart des références envers les autres. Et on pourrait parler de 3 dimensions, 3 éléments de cette pratique de référer le patient. Donc, l'acte de référer le patient, c'est prendre une décision à qui je vais référer le patient. Donc, on a appelé ça la répartition. Et comme j'ai mentionné, la plupart du temps, c'est le médecin qui va décider où il ou elle va envoyer le patient. Mais on a aussi vu une deuxième répartition, surtout sur ce qui touche des questions de santé mentale. Et donc, souvent, les médecins enverraient les patients au TS ou au psychologue, puis le psychologue ou le TS qui était en charge de recevoir tous ces feuilles de référence. Il fallait faire une deuxième passe de filtrage, si on veut. Parfois, ça ne causait pas de problème, mais parfois, ça a causé un peu de tension, sinon de conflit tacite, parce que soit le TS, soit le psychologue trouvaient que les médecins n'étaient pas au courant de leur rôle, de leur champ de pratique dans cette GMF-là, et parfois allaient renvoyer le fiche au médecin pour dire, écoutez, moi je ne fais pas ce service-là. Une fois que le patient est référé, il y a 2 manières qu'on peut référer le patient. Soit on demande une consultation. J'aimerais que vous voyez ce patient pour tel problème et que vous me communiquez votre opinion par la suite. Ou on peut envoyer le dossier du patient pour avoir l'opinion professionnelle de l'autre. Et c'était surtout, comme Isabelle a mentionné, les pharmaciens qui recevaient les dossiers plus complexes avec la demande d'évaluer. Le deuxième type de référence, c'était une prise en charge. Et cette prise en charge représente vraiment un partage de décisions, d'autorité décisionnelle. C'est le médecin qui délègue ce pouvoir ou autorité décisionnelle à l'autre professionnel. Dans ce cas-là, on voyait souvent, dans le cas des infirmières praticiennes, c'était une prise en charge pour les cas moins complexes. Et pour les pharmaciens et pharmaciennes, c'était une prise en charge pour les cas plus complexes qui dépassaient les médecins et le médecin cherchait à stabiliser le cas de ce patient. L'autre type de pratique plus formelle, de collaboration plus formalisée, c'est le suivi conjoint ou le suivi en alternance, où le médecin allait voir le patient en alternance avec un autre. Donc, le médecin le voit en mois de mai, puis mois de juin, c'est l'infirmière, etc. Et cela, j'ai vu une fois entre un médecin et un pharmacien, mais c'était plus souvent entre médecin et infirmière. Pour ce qui est des pratiques informelles, là, on se trouve plus vers l'autre côté du continuum, plus dans la concertation, pratique de concertation. Et il y avait plusieurs raisons de se concerter. Et là, comme Isabelle a dit, on parle des conversations de corridor où on allait cogner sur la porte de quelqu'un d'autre. As-tu 2 minutes? C'est juste une petite question pour toi ou un petit coup de fil. Et pourquoi est-ce qu'on se concerte? Souvent, c'était pour combler la référence écrite. Certaines professionnels se plaignaient qu'on est vraiment restreint par le fiche de référence. On ne peut pas mettre beaucoup de détails dans ce fiche-là. Ou parfois, le champ de pratique ou le rôle des professionnels était moins bien circonscrit. Souvent, on cherchait à mieux comprendre les cas complexes ou peu familiers qui pourraient aussi servir à préparer l'autre à voir le patient. Par exemple, c'est une situation d'un patient âgé qui commence à faire la démence, mais lui, il ne veut pas l'admettre, la famille non plus. Donc, juste un petit, comme on dit en anglais, heads up, tu vas embarquer dans une situation de tension. Fait que, attache ta tuque. Ou pour décider ou approuver l'action à prendre, si on avait besoin de l'approbation, par exemple pour un renouvellement de prescription. Mais dans tous les cas, se concerter sert à cadrer l'interprétation collective qu'on fait de la situation. Et on trouve que c'est important de souligner ce fait parce que c'est vraiment ici, on parle de sense-making collective ici, c'est vraiment là où on va essayer de mieux comprendre la situation, mieux définir les objectifs
même si on n'arrive pas à une décision partagée. Et souvent, si on parle des décisions partagées, on parle du moment même qu'on prend la décision, puis on ignore potentiellement tout le travail en amont qu'on a fait collectivement pour y arriver. Donc, nous, on a trouvé que c'était très intéressant à aller voir, ou que ça s'est émergé de notre analyse, qu'on se trouve plus sur ce côté du continuum dans la collaboration et la communication informelle. L'autre objectif, c'était vraiment d'aller voir les préoccupations vis-à-vis de la collaboration des professionnels qui ont participé. Et à partir des verbatums, on a utilisé un in vivo pour aller voir la fréquence des mots. C'était une analyse de contenu assez brute, mais on peut voir dans ces verbatums que le médecin et le patient sont parmi les préoccupations les plus importantes si on le mesure par la fréquence de l'apparition des mots. On pourrait penser, et ça c'est peut-être pas de cette analyse-là, mais si on met le tout ensemble, une tension des valeurs. Tantôt, Isabelle parlait de les médecins qui sont très focalisés sur le processus et sur les décisions, les manières de faire organisationnelles, et les autres sont très préoccupés par comment est-ce que je peux soutenir le médecin. Donc, ici, on parle d'une collaboration qui est axée autour des besoins du médecin. On pourrait le mettre en tension ou au moins en comparaison avec des soins qui sont axés sur les besoins des patients. Et si on fait un filtrage par profession, on voit le même pattern se reproduire par les dires des pharmaciens, où le médecin apparaît très gros. Et en effet, à cette époque-là, peut-être c'est changé depuis, mais les pharmaciens jouaient un rôle de soutien vraiment pour les médecins. Mais on voit aussi que le patient apparaît aussi gros. Même chose pour le TS, le médecin apparaît encore très, très gros, qui était un peu surprenant. Mais si on pense que le TS était toujours en train de négocier leur rôle professionnel, et on peut voir aussi que patient devient client. Et c'est ça, ça fait partie de la culture des TS, évidemment. L'autre chose intéressante, c'est GMF, CLSC étant, même si on était à cette époque déjà dans les C3S, tout le monde parlait des CLSC encore, et les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, se sentaient vraiment en tension dans leur rôle GMF comparé à leur rôle CLSC et les exigences posées par les deux en termes de nombre de patients qu'il fallait voir et la documentation requise. Ça, c'était assez intéressant. Les infirmières, c'était pas surprenant, je ne sais pas, que le patient apparaisse en plus gros. Et en fait, on pourrait dire, est-ce que la culture des soins infirmiers est plus axée sur le patient? Peut-être, mais on pense aussi que si on a déjà notre rôle établi, on n'a pas besoin d'être préoccupé par notre relation avec le médecin. Donc, on ne sait pas c'est quoi la cause, mais c'est quand même très intéressant. On est correct. OK. Fait que l'intégration des professionnels, c'est un enjeu qui est toujours très important, même aujourd'hui. Et c'est très important de définir le rôle des professionnels et l'offre de services selon les besoins des patients desservis par le GMF. Tout le monde parlait du besoin d'un dialogue continu pour définir ce rôle. Dialogue entre les professionnels, les autres membres et surtout avec les médecins. Les barrières et les facilitateurs de cette intégration, bien évidemment, si on est à l'écoute, ça aide beaucoup à définir ce rôle, mais aussi la proximité physique. Si les professionnels ne sont pas sur le même étage que les médecins et les autres professionnels, ça peut créer quand même une distance, ça coupe les opportunités de communication. Politique de porte ouverte. Je parlais tantôt de cogner sur la porte de l'autre. On a vu l'importance de la communication informelle, mais si on n'a pas une politique de porte ouverte où on se sent vraiment à l'aise à aller voir le médecin, surtout si on a des questions, ça va nuire à l'intégration des professionnels. L'expérience préalable, si on a déjà une expérience de collaborer avec des autres professions, ça aide. Les formations qu'on peut donner,
Dans les 2 GMF, il y avait les formations pour les infirmières qui étaient formalisées, qui étaient offertes de manière systématique, mais pas pour les autres professions. Et soutien entre professions, entre les professionnels. Donc, les groupes de TS voulaient se réunir pour avoir un peu de l'aide morale à cette transition. Et pour l'avenir, surtout avec le volet qualitatif, on aimerait faire une analyse de la culture organisationnelle pour voir quelles sont les valeurs qui sont mobilisées et qui sont importantes. Donc, si on peut discerner les préoccupations, on peut aussi voir les valeurs. Et donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec notre analyse de contenu un peu plus poussée que juste la fréquence des mots. Et on a vu vraiment une différence il y avait 2 équipes, deux GMF, un qui était, comme Isabelle a mentionné, vraiment axé sur la performance, sur la rentabilité du temps des médecins, et l'autre qui était plus axé sur la santé communautaire. Et on a vu une différence dans l'esprit d'équipe entre ces 2 GMF. On a mis l'emphase sur la collectivité et sur l'approche en équipe. Et aussi l'approche axée sur le patient. Donc là, on cherche vraiment plus l'efficacité au lieu de l'efficience. Et encore une fois, l'écoute, la politique de porte ouverte et l'ouverture d'esprit envers la collaboration. Et là, je laisse Isabelle, on pourrait faire ensemble si tu veux. Oui, bien c'est ça, peut-être un petit rappel des constats qui existe justement une différence entre la croyance, donc comme je vous disais, on ne peut pas être contre la vertu, la croyance et l'actualisation de la collaboration interprofessionnelle qu'on a noté dans les GMF qui ont été sondés. On voit qu'il y a encore du chemin à faire, notamment pour le partage de pouvoir décisionnel organisationnel. Un peu moins du côté du partage de décisionnel clinique. Ça semble quand même bien fonctionner. Peut-être à cause des tensions, justement, qu'on a vues entre les soins centrés sur le fonctionnement et le processus versus les soins centrés sur le patient. Donc, on sent que nos équipes étaient en quête d'équilibre entre ces 2 pôles-là encore. Les enjeux et les besoins des équipes grandissantes, justement avec les transformations qui ne cessent d'arriver dans nos GMF sur les connaissances des rôles, de faire attention aux angles morts parce que parfois on ne sait pas qu'un professionnel peut nous aider. Donc c'est pour ça que la communication des midis sur la présentation des rôles des professionnels, ça peut vraiment favoriser la collaboration interprofessionnelle. Le développement des normes, on a vu beaucoup dans les GMF, le développement des ordonnances collectives pour les infirmières, un petit peu pour les pharmaciens aussi, mais de se donner des normes. Et on avait vraiment une clinique qui était à l'affût de ça, qui voulait développer des algorithmes, donc qui était très proactif sur la collaboration interprofessionnelle. C'est probablement une façon de faire justement pour formaliser, standardiser le processus. Puis, de se donner le temps parce que ça fait quand même pas longtemps qu'on a eu le nouveau cadre de gestion. Alors, et la collaboration, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il n'y a pas de poudre magique pour ça. Donc, on peut pas s'attendre à avoir les résultats maximaux ou optimaux, en fait, après quelques mois. Je pense qu'il va falloir se donner plusieurs années avant d'en arriver là. Et se rappeler que la CIP, c'est pas un but en soi, c'est vraiment un processus qui vise l'amélioration de la qualité des soins et des services. Donc, c'est pas la collaboration interprofessionnelle n'est pas un indicateur, c'est vraiment un processus pour améliorer plusieurs autres indicateurs en santé. Donc, ça se termine là et on va être prêt à prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci.